tout le monde. Je voudrais tout d'abord présenter nos excuses pour ces quelques minutes de retard. Donc sans plus tarder, nous allons procéder à la prière en passant la parole à Tabou Bodjan pour les prières. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا من خير ما هديت وقنا شر ما هديت فانك لا هديت وصل اللهم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Je voulais tout d'abord dire le plaisir et l'immense honneur que j'ai de présider cette cérémonie d'aujourd'hui en tant que directeur général de Senelec. Donc cette invitation constitue un honneur évidemment pour moi et pour l'ensemble du personnel de Senelec. Et c'est un réel plaisir pour nous d'être ici, à vos côtés, monsieur le professeur, pour la cérémonie de dédicace de cet ouvrage. Et il est tout à fait normal que l'ouvrage qui constitue la raison de notre présence ici soit le résultat du travail d'un scientifique émérite en la professeure du docteur Salif Diédhiou. Je pense que le professeur Mbaye Thiam va y revenir. En effet, on ne peut disposer d'un doctorat en histoire des sciences et techniques sans avoir en soi l'instinct du scientifique. Votre ouvrage constitue par conséquence une invitation à une randonnée à rebours qui nous dévoile l'aventure du Sénégal avec l'électricité depuis le 19e siècle jusqu'à nos jours. C'est l'occasion pour moi de saluer M. El Hadj Ibrahima Ndao, qui fut notre directeur général au niveau de Senelec. Cette randonnée est aussi une forme de tableau qui raconte la quête de lumière de tout un peuple. Donc aujourd'hui, je voudrais rendre hommage à ce travail remarquable qui constitue une source de savoir tout aussi estimable à la fois pour les chercheurs, les acteurs du secteur et le public d'une manière générale. Je voudrais vous assurer que Senelec, à travers ma personne, vous soutient et soutiendra globalement toute initiative permettant de mieux faire l'histoire de l'électricité et sa meilleure utilisation, en particulier au niveau du Sénégal. En tout cas, j'invite tout le monde, surtout les passionnés de lecture et tous ceux qui s'intéressent au secteur, à se procurer cet ouvrage qui fera référence dans l'histoire du Sénégal. Je vous remercie de votre aimable attention. Sans plus tarder, nous allons passer la parole à l'éditeur Dr Abdoulaye Diallo. Monsieur le secrétaire général du de la communication, Monsieur le directeur général de la Senelec, cher maître professeur Ousseynou Faye, professeur Serigne Mbaye Thiam, cher docteur Diédhiou, mesdames, messieurs, en vos titres, grades et qualités, chers membres de la famille de l'auteur qui nous réunit ici. Nous voilà encore une fois dans cette salle, Amélie Alidien, pour procéder à la présentation et au lancement d'un nouveau livre. Un livre qui, comme vient de le dire le directeur général de la Senelec, revient sur l'histoire de la quête de l'électricité dans notre pays, le Sénégal. La composition du présidium et la présence dans la salle d'éminents historiens, je vois mon collègue le professeur Abderrahmane Gaïdé dans la salle, montre, monsieur le directeur, à suffisance, s'il en était besoin, l'intérêt
que revêt la publication de cet ouvrage. Je pense que M. Diédhiou a fait œuvre de pionnier dans ce domaine. On est habitué, on nous a fait l'histoire parcellaire, si vous voulez, de tous les domaines, en tout cas de plusieurs secteurs dans notre pays. Mais c'est la première fois que quelqu'un s'intéresse à ce qu'a été cette histoire sociale de cette entreprise qu'est actuellement la Sénélec. Mais au-delà de cette histoire de la Sénélec, l'auteur a cherché à reconstituer ce qu'a été, je ne peux pas trouver un terme autre que la quête de l'électricité dans ce pays, parce qu'il faut le dire que c'est une quête. Et j'ose espérer que les efforts que l'équipe actuelle de M. Biteye et du gouvernement du Sénégal sont en train de faire nous permettra de voir le bout du tunnel comme c'est actuellement en train d'être annoncé. Je voudrais remercier l'auteur pour la confiance, remercier le ministère de la Culture et de la Communication à travers son bras armé, qui est la direction du livre et de la lecture, qui nous a accompagnés pour l'édition de cet ouvrage. Monsieur Biteye, vous vous êtes engagé, je saisis la balle que vous m'avez lancée au rebond, pour accompagner tout ce qui est en rapport avec ce livre. Je pense que je ne vous forcerai pas la main en vous demandant quand même d'acquérir un lot important, déjà pour l'ensemble, à défaut d'en acheter pour tous les employés de la Sénélec, mais au moins que les hauts cadres de la Sénélec puissent avoir le livre pour savoir ce que l'outil avec lequel ils sont en train de travailler. Et par la même occasion, ne pas hésiter à en offrir à nos différentes universités, parce que c'est quelque chose qui peut être d'une très très grande utilité. J'ai terminé de solliciter et je voudrais quand même réitérer tous mes remerciements à l'auteur pour la confiance, à la DLL pour l'accompagnement au ministère de la Culture, à la Sénélec et surtout à son directeur général pour la confiance et surtout d'avoir pris de son temps pour venir présider cette cérémonie et le geste d'accompagnement qu'il ne manquera pas du tout de faire, j'en suis certain. Et je vais interpeller directement M. Ndaw. Je pense que le docteur Diédhiou a fait œuvre de pionnier en travaillant avec une documentation, avec des sources, ce que nous appelons nous historiens des sources, mais parmi ces sources, vous avez le devoir de M. Ndaw de raconter ce qu'a été votre part de la Sénélec. Parce que vous avez été à la tête de cette entreprise à un moment où ça n'était absolument pas du tout évident. Et vous devez au peuple sénégalais, vous nous devez à nos historiens, cette part de ce pan de notre histoire commune que vous portez par devers vous. Et en interpellant M. Biteye, c'est tous ceux qui ont servi ce pays que j'interpelle directement. Le professeur Mbaye Thiam et le professeur Ousseynou Faye ou le professeur Abdrahmane Gaïdé, mes maîtres ne me démentiront pas quand je vais affirmer que nous ne pourrons écrire cette histoire de notre pays qu'à travers les mémoires parcellaires que chacun d'entre vous détient par devers lui. Et en cela, quand même, l'Harmattan Sénégal sera là, à vos côtés, pour accompagner ce travail. Je termine par remercier l'ensemble des auteurs de l'Harmattan Sénégal pour la confiance qu'ils nous accordent. Pourquoi? Parce que si l'Harmattan existe, c'est parce qu'il y a des auteurs qui lui font confiance. Et mon patron, le SGG du ministère de la Culture, de tout l'accompagnement. Avant de rendre le micro, je parlais tout à l'heure du SGG, mais on vient de m'annoncer l'arrivée de monsieur le directeur de cabinet du ministre de la Culture, mon patron, le patron de l'Harmattan. Merci d'être venu et de nous accompagner. Monsieur le directeur, je vous rends votre micro. Merci. Merci beaucoup, docteur. Donc, sans plus tarder, nous allons... Bienvenue, monsieur le directeur de cabinet. Nous allons passer la parole à la présentation de l'auteur de l'ouvrage par le professeur Mbaye Thiam de l'EBAD.
Secrétaire général du ministère de la Culture et de la Communication, Monsieur le directeur de cabinet du ministère de la Culture et de la Communication, Monsieur le directeur général Bitey, Monsieur le directeur général El Hadj Ibrahima Ndaw, que j'ai connu pour la première fois dans mon bureau, lui-même vendant des livres qu'il avait écrits. Professeur Ousseynou Faye, chers collègues et amis, professeur Ngaïdé, chers jeunes frères, collègues et non moins amis, monsieur le représentant du directeur du livre et de la lecture, ma chère petite sœur, amie, Fabi Yaye, mesdames, messieurs, cher ami Salif, c'est avec beaucoup d'émotion, monsieur le directeur général, que je prends la parole à cette occasion. Parce que ce travail que nous recevons aujourd'hui est le fruit d'une abnégation, d'une ambition, d'une volonté que j'ai eu l'heure, par la volonté divine, d'accompagner. En 2000, j'étais directeur de l'école des bibliothécaires, archivistes et documentalistes. Et par un coup de hasard dont seuls sont capables les Jolof Jolof, j'ai décidé de transformer l'établissement en cobaye, de transformer les enseignants en cobayes et d'aller sur le terrain chercher des étudiants cobayes. En faisant quoi? Depuis 1967, l'EBAD, comme toutes les structures de l'université, enseignaient dans des murs à des étudiants. Et à partir de 2001, j'ai décidé d'enseigner à distance. Que tout ce qu'on faisait en classe, on allait le faire via Internet, qui était tout naissant au Sénégal. Évidemment, personne d'autre n'y croyait en dehors du recteur Feu Moustapha Souran, pour lequel je ne cesserai jamais de prier. Il m'a dit, je ne comprends rien à ce que tu m'expliques, mais je te fais confiance, vas-y. Et j'ai recruté 60 personnes sur 35 pays d'Afrique, dont 20 personnes au Sénégal, en disant, je ne vais pas choisir des gens qui habitent à Dakar, parce que l'Internet à Dakar, on ne peut pas en mesurer la portée et la pertinence. Et en cherchant, on m'a dit, il y a quelqu'un qui est bibliothécaire à Matam. J'ai envoyé une mission à Matam et j'ai enrôlé Salif Diédhiou. Il m'a dit, mais l'Internet à Matam, j'ai dit, tu te débrouilles. Chacun se débrouille, nous sommes tous des cobayes. Et de fil en aiguille, de manière difficile, de manière compliquée, mais chacun ayant serré la ceinture, on a lancé la première expérience d'enseignement universitaire diplômante en Afrique subsaharienne, avec une plateforme qui tournait sur 30 pays d'Afrique. Nous avions une classe Afrique de l'Ouest, centrée à Dakar, une classe Afrique centrale à Yaoundé, une classe Afrique de l'Est à Madagascar et une classe Moyen-Orient à Rabat. Salif faisait partie des cobayes. Il fallait avoir sa connexion Internet, très chère à l'époque, 1 heure de connexion dans un cybercafé coûtait entre 1000 et 1500 francs. Moi-même, j'ai payé la ligne spécialisée pour couvrir les besoins 1 500 000 par mois. J'ai engagé tous les enseignants de l'EBAD. On a fait 24 séminaires de formation. Pendant 3 mois, toutes les fins de semaine, j'embarquais tous les enseignants à Saly et on s'enfermait jusqu'au lundi matin. Et au bout du compte, aujourd'hui, le monde entier fait de l'enseignement à distance. Nous, on le fait sur Internet entièrement depuis 2001. Et on est à la 1e promotion. Cette formation a été labellisée par l'Agence universitaire de la francophonie. C'était la première formation au Sud labellisée par l'Agence universitaire de la francophonie.
Salif faisait partie des cobayes. Et quand j'en regarde certains encore, comme Fabi, qui ont traversé cette formation avec tous les problèmes professionnels et sociaux, je me dis, l'aventure a été difficile, mais elle a permis de construire un réseau de rapports pédagogiques, certes, de rapports scientifiques, certes, mais devenus des rapports de nawlé. C'est pourquoi, quelques années après, quand j'ai reçu un appel de l'école de pratique des hautes études en sciences sociales de la Sorbonne, me demandant de venir participer à un jury de doctorat d'État, de doctorat nouveau régime, pour Salif Diédhiou, j'étais extrêmement heureux et réconforté. J'ai eu le bonheur et le plaisir d'avoir été membre de son jury de mémoire et membre de son jury de thèse à Paris. Et à la fin de l'évaluation, nous lui avons tous recommandé, en insistant, de faire l'effort de produire un ouvrage pour dépasser la dimension académique et atteindre le grand public. Il avait promis. Mais comme je dis toujours, quand son maître m'a demandé s'il allait le faire, j'ai dit c'est un Diola. Tant qu'il s'appelle Diédhiou, il le fera. C'est un Diola, il l'a dit. S'il ne devait pas le faire, il dirait qu'il ne le ferait pas. Mais il a promis, il le fera. C'était à la fin de 2016, nous sommes en 2021, l'ouvrage est là. Cela m'a permis, monsieur le directeur général, de voir combien une ambition légitime pour soi, pour son pays, pour sa société est source de motivation. De découvrir combien, quand quelqu'un est foncièrement enraciné dans ses origines et sa culture, ça constitue une source de motivation. Je me souviens encore de cette soutenance. Quand nous avons terminé à 18 h dans une des salles de la Sorbonne, on est parti, nous, universitaires, toute la Casamance a passé la nuit à la Sorbonne. Parce qu'il était entouré de sa famille, de ses amis, de ses parents. Salif, monsieur le directeur général, c'est un symbole d'opiniâtreté. C'est un symbole d'opiniâtreté. Quand il veut quelque chose, il y va jusqu'au bout, jusqu'à la fin, pour l'avoir en respectant toutes les codes du point de vue de l'honnêteté intellectuelle et de l'honnêteté tout court. C'est le symbole du courage intellectuel. C'est-à-dire ce qu'il croit, ce qu'il pense, et il nous l'a démontré le jour de la soutenance, il le défend jusqu'au bout. Mais non pas en étant chevillé autour de convictions non démontrées, mais en essayant de manière schématique, méthodique, méthodologique même de démontrer. Et c'est surtout le symbole d'un engagement social extrêmement important. J'ai toujours dit que dans notre pays, qui est un pays d'intelligence, qui est un pays de ressources sociales extrêmement fortes, tous ceux qui se posent toujours la question de savoir fu ñu fekk baax ak fu leen baax fekk, ils seront toujours des modèles et des exemples. Man fan la fekk baax ak fan la ma baax fekk, parce que très souvent baax daf lay fekk foo xam ne boo sañoon fàtte foo fekk baax, et c'est le début de la déperdition. Ce n'est pas le cas de ce garçon que j'ai eu comme étudiant, aujourd'hui comme collègue, et pour lequel j'ai un profond respect, une profonde considération. Parce que moi je crois en l'effort. Je suis content, heureux de la présence de quelqu'un pour lequel j'ai beaucoup de respect en tant qu'intellectuel et universitaire que je suis, le professeur Ousseynou Faye. Ousseynou, dans notre environnement de l'université, est un modèle. C'est un modèle d'intellectuel.
du point de vue de sa capacité à apprendre, de sa générosité à donner, à partager, mais surtout de son ouverture scientifique qui fait de lui un homme d'innovation scientifique. Je lisais pas plus tard qu'il y a une semaine, je ne savais même pas qu'on allait se retrouver, le texte qu'il a produit avec le professeur Ibrahim Tchoub il y a quelques années sur l'histoire des marginaux et des marginalités. Quand ils ont attaqué cette histoire des marginaux et des marginalités, tout le monde a dit mais ça c'est des fous. On a toujours dit que c'est des fous comme les collègues. Ils parlent des marginaux et des marginalités. Aujourd'hui, pratiquement, c'est un des problèmes clés de toutes les sociétés urbaines en Afrique. L'arrivée des ruraux dans les villes, le dépassement de toutes les conditions et la naissance de comportements dont tout le monde dit on a perdu notre culture. Il y a 20 ans, ils ont lancé cela, jusqu'y compris en amenant un étudiant à la prison de Dakar pour l'enfermer. Seul le régisseur savait que c'était un étudiant, pour pénétrer le milieu et écrire scientifiquement. Voilà le modèle d'universitaire qu'est ce type. Maintenant, il n'est pas comme Baïkam sur le plateau de télévision à parler pour se faire connaître. Lui, il fait, il dit, il écrit. Et je pense qu'il est toujours utile, quand on a les occasions qu'il faut, de dire aux gens ce qu'ils sont, malgré toute leur modestie. Ousseynou, merci pour ce que tu as apporté à notre université, à notre environnement intellectuel et à notre environnement tout court scientifique. Monsieur le directeur général, je ne vais pas m'étaler sur la présentation de l'auteur, je vais m'arrêter parce que sinon je risque de dépasser les bornes académiques. Or, moi je considère que la présentation d'un ouvrage issu d'une thèse est une manifestation solennelle. Et la solennité en milieu académique nous interdit certains dépassements. En tout cas, je retiens que Salif est un modèle de comportement social. C'est un modèle de courage intellectuel, capable de relever des défis. C'est un modèle aussi du point de vue de la reconnaissance de ses origines et de son attachement à ses origines. Parce qu'on ne parle que de ça, lui et moi. On nous parle de la Casamance pendant 30 minutes, après on parle du Jolof. Après je dis, bon, toi au moins tu as eu la chance de vivre en Casamance. Moi je suis un Jolof désincarné, parce que je suis arrivé à Dakar à l'âge de 5 ans. Mais il est chevillé à ses origines, à ses convictions et à son environnement social. Et c'est cela qui le motive et qui l'amène à écrire des pavés comme celui-là. Je voudrais l'encourager, le féliciter, lui dire, comme je l'ai écrit dans la préface, que moi je crois en la relation entre le maître et l'élève. Je crois aussi que les prières d'un maître pour un élève ne sont jamais perdues. Jamais. Et c'est pourquoi du fond du cœur, je prie pour lui, pour sa famille, pour son milieu, le milieu de la culture qu'il sert depuis toujours. Il est aujourd'hui directeur de l'École nationale des arts. Je le vois encore dans son cagibi de la bibliothèque de Matam. C'est parce qu'il croyait en certaines choses qu'il est arrivé là. Et de prier du fond du cœur pour qu'il puisse arriver plus loin encore. Ce travail, ce qui m'a le plus intéressé là-dessus, c'est ce que c'est un travail novateur du point de vue de la recherche historique. Ousseynou y reviendra. C'est un travail d'archéologie industrielle. C'est-à-dire de travailler sur la trame de l'évolution d'un domaine, d'un secteur de l'industrie d'un pays dont l'évolution pratiquement marque du point de vue des vestiges. Je suis en train de réorganiser les archives de CFOA, compagnie financière de l'Afrique de l'Ouest africain, qui est la mère de EEOA, eau et électricité de l'Afrique de l'Ouest, qui elle-même est la mère de la SONES, de la Sénélec et de toutes les sociétés qui font dans l'eau et l'électricité. Et quand on voit comment cet organisme naît dans les flancs du nouveau port de Dakar créé par Pinet-Laprade
a commencé à construire le projet de développement du territoire du Sénégal dans des perspectives coloniales, on se demande pourquoi le gouvernement de notre pays désarticule des secteurs comme le chemin de fer. Pourquoi on ne met pas l'électricité et l'eau au-dessus de toutes les priorités pour faire en sorte qu'elles servent pratiquement de modèle, de déclencheur de tout. Mais surtout, pourquoi on ne fait pas de l'archéologie du patrimoine industriel et agricole de notre pays. Et en cela, il a innové du point de vue des approches historiques. Pendant longtemps, on s'intéresse à l'histoire événementielle, les guerres, les familles, la pénétration coloniale, la résistance. C'est extrêmement bon, tout cela. Mais comment on a structuré notre pays pour produire les richesses à l'intérieur, pour dompter la nature et créer le bien-être qu'on appelle développement, en s'appuyant sur les strates successives de l'évolution, ça c'est extrêmement important. Tous les grands pays qui l'ont réussi, pratiquement réussissent les défis de l'industrie, de l'agriculture, de tous les autres secteurs de la nation. Sous ce rapport, Salif a été un très bon élève. Merci donc de nous donner l'occasion d'assister aujourd'hui à cette cérémonie et surtout, comme je te l'ai dit et que tu en as pris acte, nous attendons la suite. La suite, évidemment, on en parlera après avec la famille Diola à la sortie. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, monsieur le professeur, pour ces mots aimables à l'endroit du docteur Salif Diédhiou. Vous avez fini il y a très longtemps. Il nous reste peut-être à passer la parole au professeur M. Ousseynou Faye pour la présentation de l'ouvrage. Professeur, vous avez la parole. Merci, monsieur le directeur général de la Sénélec. On ne se connaît pas, mais je vous connaissais de nom, je vous connais de nom et je vous ai dit pourquoi tout à l'heure, mais ça restera dans le cadre de l'intime et non de l'extime. Tout en m'excusant dès le départ pour les désagréments de la partie protocolaire de mon discours, je voudrais tout simplement saluer tous les acteurs institutionnels qui ont de hautes responsabilités dans les différents ministères et dans les différentes sociétés, en incluant bien entendu un passionné d'histoire qui a été avant le directeur général de la Sénélec, M. Ndaou. Je salue également tous les collègues qui sont dans cette salle, le professeur Abdourahmane Gaïdé, docteur Abdoulaye Diallo, docteur Mamadou Yoro Baldé que vous allez connaître tout de suite, le docteur Amadou Faye qui a fait avec moi, qui a soutenu sous ma direction une thèse de doctorat sur l'histoire du patrimoine de l'économie arachidière. Et dans cette thèse, il aborde non seulement le patrimoine industriel, mais également le patrimoine infrastructurel tel que les gares. Et je lui disais que le dimanche passé, je recevais dans mon bureau maison des doctorants ivoiriens qui travaillent sur l'histoire des gares. Je salue également dans cette salle, j'espère bien qu'il est venu, Yoro Baldé pourra le dire, Arthur Vido de l'université d'Abomey-Calavi, qui nous vient donc du Bénin, que j'ai eu l'occasion de connaître en Côte d'Ivoire. Je salue tous ceux qui ne sont pas Diola dans cette salle, en leur disant merci d'être venus soutenir mes esclaves Diola. Ils comprennent bien que je suis le grand Enyap. Je salue Salif,
et je lui dis merci pour m'avoir associé à cette cérémonie qui est la seconde fête pour nous universitaires, une soutenance de thèse, une soutenance de mémoire de master, c'est une fête, la fête de l'esprit. Et quand la thèse est publiée, ce qui est la recommandation, c'est même une injonction faite à un universitaire de publier son texte, de disséminer le contenu, comme s'il s'agissait de faire un séminaire, parce que ne l'oublions pas, c'est un mot latin, séminare, semer des idées. Quand un universitaire publie sa thèse, ça signifie que de ce point de vue, il a compris à quel point l'injonction à l'édition d'un discours savant, c'est quelque chose qui doit être réalisé. Et je lui dis merci, merci pour m'avoir associé à cette manifestation. Merci également au docteur Abdoulaye Diallo de m'avoir vu et de n'avoir rien dit. Je pense qu'il a compris. Pourquoi Salif m'a invité? Je crois que c'est très simple. C'est le premier étudiant que j'ai encadré. Salif, on s'est connu en 1991. Il a été mon premier étudiant hors département d'histoire. Et bien entendu, j'avais perdu de vue Salif, et c'est à l'occasion de la soutenance de thèse de Amadou Faye qu'on s'est revus. Mais comme vous le savez, entre Serer et Diola, quand l'on se retrouve, c'est toujours la chaleur, c'est la joie qui sont au rendez-vous. Et je lui dis merci pour m'avoir invité. Vous m'excuserez parce que je vais faire deux choses. Je vais me prononcer sur l'objet de recherche qui est là, que Salif a construit. Et ensuite, je vais céder le micro et le fauteuil à Dr Mamadou Yero Baldé. Mais il faut bien que je m'explique. Mamadou Yero Baldé a fait une thèse sous ma direction sur l'histoire de la coopération internationale. Il est enseignant à la FASTEF. Il est jeune chercheur de ce point de vue comme Diédhiou. Un de mes devoirs d'enseignant-chercheur, c'est de faire en sorte que les différents jeunes chercheurs, les chercheurs juniors se connaissent, qu'ils puissent se mettre en réseau. Je fais cela depuis très longtemps, aussi bien en ce qui concerne avec les jeunes chercheurs sénégalais qu'avec des jeunes chercheurs qui sont en France, qui sont au Canada, qui sont aux États-Unis et dans tout l'espace CAMES. Et ce qui fait que si Mamadou Yero Baldé participe à la fête de l'esprit d'aujourd'hui, ça lui permettra de prendre davantage langue avec Mamadou Yero Baldé, avec Salif Diédhiou. Et en même temps, pour moi, c'est un exercice de formation en direction de Baldé. Parce que c'est une histoire de parcours, c'est une histoire d'apprentissage. Et il faut qu'ils apprennent cela. Quand j'encadre quelqu'un, je le suis jusqu'au bout. Mon troisième étudiant, Daha Cheriba, qui est par ailleurs le directeur de l'enseignement supérieur public, c'est depuis la licence 1992. Maîtrise DEA, doctorat de troisième cycle, doctorat d'État, quand il est passé maître assistant, quand il est passé maître de conf, quand il est passé prof titulaire, tout ça, je l'ai suivi. Et je l'ai encadré. Je lui ai donné son indépendance, mais il refuse. Il me dit, maître, tant que vous êtes là, non, je refuse. Et donc, je voudrais que vous compreniez pourquoi je vais inviter Mamadou Yero Baldé ici. Alors, l'objet de recherche qui est là, il porte sur l'électricité. Abdoulaye Diallo a parlé de quête, que cet objet est posé en termes de quête. Effectivement, il a raison.
pour dire que pour l'essentiel, en convoquant Platon, avec le mythe de la caverne, nous tous, nous cherchons la lumière. Nous cherchons à être lumière. Ce n'est pas pour rien que la devise de l'université est Lex mea lux, c'est-à-dire ma loi est d'être lumière et non lumière est ma loi. Parce que c'est une mauvaise traduction qui a été faite de cette expression inventée par les jésuites. Bien entendu, mon collègue Diallo a raison. Nous avons là une quête, la quête de ce qu'on appelle l'électricité, de ce qu'on appelle l'énergie électrique. Il y a des travaux où, bien entendu, vous retrouvez aborder cette question. Moi qui vous parle, vous retrouvez ça dans ma thèse de doctorat d'État, vous retrouvez ça dans la thèse de Pape Walid Danfakha sur les équipements urbains, vous retrouvez ça également dans le livre de Biernès, Les Français au Sénégal, de Richelieu à Mitterrand. Mais bien entendu, Diallo a raison, c'est la première fois qu'une thèse au Sénégal porte sur l'histoire de l'énergie électrique. Mais moi qui suis en face de vous, c'est la deuxième fois. La première fois, c'était en avril 2018. J'étais parti à l'université de Bouaké présider un jury de thèse de doctorat sur l'histoire de l'électricité en Côte d'Ivoire, thèse qui a été soutenue par Kakouba Valentin, et qui est également un travail très intéressant. Et je n'avais pas encore dit ça à Salif, c'est certainement l'occasion de le lui dire. Je suis en train de penser de plus en plus à ceci, c'est vous mettre en rapport et voir dans quelle mesure vous pourrez ensemble produire un ouvrage, ne serait-ce que des résumés de vos thèses, qui nous permettrait d'avoir, d'en savoir davantage sur l'histoire de l'électricité de ces deux pays, d'autant plus que pour la Côte d'Ivoire, il y a une dimension supplémentaire, c'est que l'électricité est un outil d'intégration régionale. Le directeur général de la Sénélec et tous les cadres de la Sénélec qui sont là comprennent bien ce que je voulais dire à ce niveau. Alors, l'électricité, du point de vue de la consommation, si on prend ça sous l'angle de la consommation, c'est un élément qui est très important parce qu'il est ce qu'on appelle un indice relativement aux commodités. C'est un indice également relativement à ce qu'on appelle la satisfaction des besoins sociaux. Et ce n'est pas pour rien que quand on parle de services sociaux de base, on pense à l'électricité, on pense à l'eau potable, on pense aux soins de santé particulièrement. Mais également, quand on parle de l'électricité, quand on travaille sur l'électricité, on a une autre dimension qui apparaît, c'est que nous sommes en présence de ce qu'on pourrait appeler un indicateur de modernité. La différence qu'il y a eu pendant longtemps dans nos villes, c'est entre quartiers urbanisés à 100%, où vous avez l'électricité, et des quartiers qui n'ont pas accès à l'électricité. Et ce qui fait que accéder à l'électricité pendant longtemps et jusqu'à présent est exprimé sous forme de désir de ville. Mais puisque l'électricité va maintenant au village, c'est exprimé également en termes de désir de modernité. Et de ce point de vue, nous sommes en présence de quelque chose de très important. Ensuite, quand on parle d'électricité, quand on parle de quête d'électricité, quand on parle de distribution d'électricité, il y a une dimension organisationnelle qui apparaît. Ce n'est pas seulement avec la création de la Sénélec et toutes ses devancières, ce n'est pas seulement en parlant de la CIE en Côte d'Ivoire, mais au fond, derrière la création et le déploiement de toutes ces sociétés, se pose en définitive la construction de l'État.
et ce que certains politistes ont appelé l'État bureaucratique, et de ce point de vue, je ne peux pas développer. Ça nous renvoie, si vous voulez, aux politiques d'ajustement structurel quand il a fallu, pour la Banque mondiale et le FMI, se débarrasser de l'État bureaucratique et mettre à la place ce qu'on a appelé l'État technocratique, ce qui permet de comprendre la promotion de Abdou Diouf au Sénégal et celle de Alassane Ouattara en Côte d'Ivoire. Et c'est pour dire que nous sommes là en face d'un objet de recherche qui, quand on s'intéresse à l'histoire qui se cache derrière lui, il y a énormément d'éléments qui peuvent apparaître. Et parmi lesquels vous avez nos imaginaires. Tous ceux qui ont grandi dans les villes, qui ont eu à fréquenter des quartiers pas du tout électrifiés, ils savent bien qu'il y a des heures de la nuit où on vous dit il ne faut pas y aller. Et nous tous, nous avons entendu ce discours, cette opinion qui veut que le djinn s'éloigne du lieu où l'électricité est distribuée. Et bien entendu, voilà donc nos mentalités, notre mental, notre complexe mental qui peut être convoqué en ce qui concerne cette histoire de l'électricité. Et bien entendu, je vais terminer en disant aux collègues Mamadou Yore Baldé de bien venir prendre ma place. Et c'est comme ça qu'avec lui, parce que Mbaye l'avait bien compris dans son intervention magistrale, et tout en n'oubliant pas de le remercier pour les mots trop gentils qu'il a bien voulu prononcer à mon endroit, mais Mbaye a voulu me laisser le soin de présenter l'ouvrage de Salif Diédhiou. Bon, mais moi je suis quelqu'un de trop exigeant. Même avec moi-même, je ne suis jamais satisfait de ce que je produis. Je n'ai pas voulu présenter l'ouvrage parce que je n'aurais pas manqué de vous secouer. Et c'est ça qui fait que je préfère convoquer Mamadou Yoro Baldé. Parler après son nom. Mais je suis obligé de là. Monsieur Didier, directeur général de la CRR, professeur Thiam, Monsieur Salif Diédhiou, docteur Salif Diédhiou, cher maître, professeur Faye, cher maître également, le professeur Ngaye qui est là, parce que c'est Ngaye qui a dirigé mon mémoire de ma CRD en 2010, et c'est le professeur Serou Faye qui a dirigé ma thèse de doctorat en histoire moderne et contemporaine. Et comme il a si bien dit, c'est quelqu'un qui ne lâche jamais ses disciples. Il continue actuellement en sucre, il continue, au moment où je vous parle, de jeter le regard sur nos travaux, et même de nous donner des conseils quant à notre carrière universitaire à la faculté des sciences et technologies de l'éducation et de la formation. Je m'en vais donc vite donner mes impressions sur ce travail du docteur Diédhiou. Le livre du docteur Salif Diédhiou, intitulé L'énergie électrique au Sénégal, de 1887 à 1985, transfert de technologie, appropriation et enjeux politiques d'un patrimoine industriel naissant, fait 459 pages. Il est publié en 2021, par l'amendement et préfacé par le professeur Mécan de l'État. Le docteur Diédhiou, il est l'actuel directeur de l'ENA. Il enseigne également dans plusieurs institutions d'enseignement. C'est le cas de l'Université Saint-Sec de Ziguinchor, de l'Université catholique de l'Afrique de l'Ouest et de l'École supérieure de technologie et de management. Le livre est divisé en 3 parties, comportant chacune 2 chapitres. La première partie est l'historique du processus de rectification
en analysant le transfert de technologies de la métropole vers le Sénégal. La deuxième partie insiste sur l'évolution dans le temps des unités de production d'énergie au Sénégal. Quant à la dernière partie, elle revient sur les enjeux politiques du patrimoine municipal à travers l'étude de la centrale électrique de l'huilerie Sunéor de Ziguinchor. L'ouvrage du Dr Diédhiou vient donc à son nom. Pourquoi? Parce qu'il est utile de rappeler que l'électricité, l'énergie de manière générale, est un enjeu géopolitique. C'est également un enjeu de souveraineté. C'est un facteur de quiétude sociale. On sait qu'elle peut être utilisée à des fins de politique, à des fins de pression. Rappelons-nous les émeutes liées à l'électricité au Sénégal. En 1998 d'abord, la grève du Sud-Est, syndicat unique des travailleurs de l'électricité. Ça, c'était en 1998. Rappelons-nous également, en 2008, le saccage de plusieurs agences de Sénélec par des habitants des quartiers, selon les presses de la presse de l'époque, par les habitants des quartiers de Derklé, Castor, Dieuppeul et Khariala. C'était le 9 octobre 2008. Rappelons-nous également de la manifestation des imams de Guédiawaye contre les coupures, les surfacturations du coût de l'électricité. C'était le 6 décembre 2008. Rappelons-nous également de 2011. De violentes manifestations contre les coupures avaient secoué le pays. De Dakar à Mbaké, de Mbour à Kaolack. Ailleurs dans le monde, l'arme de l'énergie est utilisée par la Russie pour faire pression sur le gouvernement ukrainien et obtenir la reconnaissance d'une grande autonomie sur les régions russophones du sud et de l'est de l'Ukraine. Pour dire tout simplement ceci, la problématique analysée par Diédhiou est plus qu'actuelle et s'inscrit à la croisée de l'histoire économique, des techniques et technologies, mais aussi des relations internationales. Ce livre de Diédhiou permet de voir que l'énergie est un préalable à toute stratégie de développement. C'est d'ailleurs ce que les autorités coloniales et post-coloniales ont compris très tôt. L'organisation de l'exposition universelle de Paris en 1881 et le besoin d'électrifier une colonie stratégique comme le Sénégal à des fins développementalistes s'inscrivent dans cette lancée, puisque le colonisateur avait des besoins pressants et légitimes de mise en valeur de son domaine. Le développement d'infrastructures de transport et de production se devait d'être accompagné de l'existence de sources d'énergie et de technologies appropriées. L'État post-colonial sénégalais, ayant hérité de cette conception coloniale du développement, s'adossant sur l'énergie, entreprit une stratégie axée sur la recherche scientifique et technique, des usages énergétiques, la prospection et la valorisation de patrimoine industriel afin d'atteindre l'indépendance énergétique. Dans une approche interdisciplinaire et en ayant recours à des sources variées, archives, ouvrages généraux, monographies, textes juridiques,
travaux d'archéologie, entre autres, l'auteur nous plonge dans l'étude des enjeux et de la préservation d'un patrimoine industriel et technique sénégalais. Une problématique, du reste, peu ou pas explorée, comme l'a si bien dit le professeur Thiam, par l'historiographie sénégalaise. Dr Diédhiou, à travers l'histoire de l'énergie au Sénégal, nous fait par la même occasion une histoire des transferts de technologies, de l'urbanité, des acteurs et métiers de l'énergie, des structures énergétiques, des types d'énergie, des politiques énergétiques et leurs limites. On y apprend par conséquent que l'énergie est une matrice de civilisation, un instrument de puissance. Au moment où les questions énergétiques sont agitées dans ce pays à travers le pétrole, le travail remarquable du Dr Diédhiou peut permettre aux actionnaires de ce secteur, le directeur est là, et à l'État de voir comment les autorités d'antan ont su, malgré les 2 guerres mondiales et la crise de l'énergie des années 1970, couvrir et répondre aux besoins d'électrification nationale et aux aspirations des Sénégalais en la matière, afin d'éviter tout remous populaire. Il s'agit donc d'un travail sur la problématique de la politique, de la gestion et de la géostratégie de l'énergie, en ce sens que la transplantation des techniques énergétiques au Sénégal relève de calculs, d'études de la part des autorités coloniales, comme le ferait un bon manager et investisseur. S'il est admis que le passé sert de viatique au présent et au futur, qu'il donne des enseignements et illumine toute trajectoire et tout parcours à venir, le livre de Salif Diédhiou sur l'énergie au Sénégal de 1887 à 1985 peut apporter au présent et à l'actualité énergétique un bouquet de réponses et de compréhension de l'incompréhensible. En écartant tout, si vous voulez, en écartant tout risque d'anachronisme, le lecteur intéressé par la problématique de l'énergie peut donner aux questions d'aujourd'hui les analyses de longue durée faites par l'auteur et qui sont indispensables à sa réflexion et ses hypothèses. Car le travail de Diédhiou nourrit le présent tout en redonnant sens aux événements passés sur cette même thématique. Toutefois, Diédhiou étant un humain, tout travail comporte des limites. Je considère que, peut-être que c'est pour des questions de choix, l'auteur s'est arrêté en 1985, année de la mainmise totale par la Sénélec sur l'ensemble des concessions du pays. C'est un choix peut-être. Mais je considère que une extension de la borne chronologique aurait permis probablement de mieux saisir les nouvelles appropriations des technologies liées à l'électricité, la gestion de ce secteur consécutive aux ajustements structurels et éventuellement à l'alternance politique intervenue dans le pays en l'an 2000. En termes clairs, Diédhiou aurait, si vous voulez, il aurait été encore bien de faire l'histoire de la troisième vie du secteur de l'électricité, après celle de 1887-1960 et celle de 1960-1985. Bref, une histoire du temps présent de l'énergie serait intéressante. Dans tous les cas, cet ouvrage est à lire par les universitaires, les décideurs, le public, les étudiants. Le lire, c'est s'imprégner de l'archéologie industrielle du Sénégal. C'est s'appuyer sur quelques trends historiques
afin d'apporter une partie des solutions au problème de l'énergie dans ce pays. Le lire, c'est enfin comprendre que le sujet de ce livre dépasse la seule discipline universitaire qu'est l'histoire. Ce livre est un débat, une discussion, une ouverture permettant de dépasser les polémiques pour chercher avec fermeté et modestie quelques réalités historiques analysées et contextualisées qui sont utiles au temps présent. Je vous remercie. Merci beaucoup. Tarder, nous allons passer au témoignage. C'est l'occasion pour moi de passer la parole au secrétaire général du ministère de la Culture. Merci beaucoup. Je ne serai pas long. Je voudrais tout simplement, à l'entame de mon propos, adresser mes salutations cordiales à l'ensemble des professeurs ici présents, donc le professeur Cham et le professeur Faye. Adresser également mes salutations à monsieur le directeur général de la Sénélec et également adresser mes salutations et félicitations à monsieur le docteur Salif Diédhiou. Dire à toute l'assistance aussi, toute la joie que nous ressentons d'être parmi vous. Donc quand je dis nous, je veux bien entendu parler des acteurs du ministère de la Culture et de la Communication. Donc certains sont là et le directeur de cabinet également est là. Je suis venu, je devrais dire peut-être de manière spontanée, quand j'ai reçu d'abord l'ouvrage qui m'a été envoyé par le docteur Salif Diédhiou, et ensuite le carton d'invitation, de manière spontanée parce que je considère que, en tant que ministère d'appartenance de Salif Diédhiou, du docteur Salif Diédhiou, nous nous devons d'accompagner et de soutenir toutes les initiatives tendant donc à renforcer la production intellectuelle au sein de ce département. Donc quand nous sentons qu'il y a un de nos agents qui fait de la production intellectuelle, bien entendu, c'est avec beaucoup de fierté que nous venons l'accompagner, que nous venons le soutenir pour lui témoigner toute notre sympathie, toute notre affection et nous dire tous nos encouragements. Je ne reviendrai pas sur l'ouvrage, je pense que des voix plus autorisées que la mienne en ont exploré le fond et le tréfond. Et je pense que nous nous réjouissons d'avoir entendu tout ce que le docteur Salif Diédhiou a pu faire en termes de production intellectuelle, toute la trajectoire qu'il a pu faire, vraiment toute l'archéologie de l'histoire électrique qu'il a pu faire ici au niveau du Sénégal. Je pense que c'est autant de raisons pour nous de nous imprégner et de nous approprier cet ouvrage. Mais on l'a dit tout à l'heure, je pense que c'est un travail et comme tout travail, il y a des limites. La nature humaine étant elle-même donc consubstantiellement faite de limites parce que nous ne sommes pas parfaits. Cette perfection, donc inutile de le dire, et relève donc de la divinité céleste. Je pense que monsieur le docteur Salif Diédhiou, on vous a dit qu'il y a une troisième voie ou une troisième étape. Cela veut dire qu'il y a des chemins encore à faire et nous osons espérer que vous ne lâcherez pas en si bon chemin puisque quelque part votre maître, si je puis dire tout à l'heure, a témoigné de votre engagement, de votre opiniâtreté. Donc nous sommes persuadés qu'en ayant en bandoulière toutes les valeurs et tout l'engagement du Diola qui a été décrit tout à l'heure, je pense que vous saurez continuer ce chemin que vous avez déjà tracé. En tout cas, nous sommes disponibles au niveau du département de la culture et de la communication à travers donc le fonds d'aide à l'édition à accompagner vraiment toutes les productions intellectuelles puisque c'est ça aussi notre contribution que nous pouvons faire au bénéfice des lecteurs, au bénéfice des populations, au bénéfice du public d'une manière générale. Aujourd'hui, il appartiendra, je pense, à tout un chacun de pouvoir faire sa lecture de cet ouvrage, de pouvoir se l'approprier, mais surtout de pouvoir en extraire l'essence, notamment du côté des décideurs, du côté des autorités, pour veiller à une bonne application peut-être des recommandations qui ont été faites. Je termine encore une fois par réitérer nos remerciements, redire notre fierté d'avoir un de nos agents qui a pu faire ce travail. Il est actuellement directeur de l'École nationale des arts. Moi, je l'ai connu il y a maintenant un peu plus d'un an, parce que ça fait un peu plus d'un an que je suis au niveau du département de la culture et de la communication en qualité de secrétaire général. Et je dois témoigner aussi son amour pour le métier, son amour pour le travail bien fait, mais également son sens aussi de l'innovation. Et je pense que ça, ce sont des qualités qui sont attendues des hauts fonctionnaires pour que nous puissions
tous ensemble, à quelques stades de responsabilité que nous nous situons dans l'administration, apporter notre contribution à la bonne marche de ce pays-là. Donc encore une fois, toutes nos félicitations, du courage pour le chemin qui vous reste. Merci à vos professeurs, merci à vous, Monsieur le Directeur Général. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le Directeur Général. Tout d'abord, permettez-moi de saluer les membres dirigeants du ministère de la Culture, l'administration du ministère, en l'occurrence le secrétaire général, qui a également fait un témoignage très riche de la part de Salif, mais également le directeur de cabinet qui représente le ministère, les ministres, qui en principe devait être là, mais il est pris par le Conseil des ministres. Et c'est toute l'importance également que le ministère accorde à ce travail. Également, Monsieur le Directeur Général, permettez-moi de saluer les éminents intellectuels universitaires qui se trouvent à vos côtés. Je veux nommer le professeur Ousseynou Faye. Il a dit, il fut mon directeur de thèse. Bon, il n'aime pas trop qu'on parle de lui, mais ce que je peux noter de mon maître, c'est la rigueur, mais également le professeur vous pousse toujours à l'abnégation, mais également à l'excellence. Je pense que durant tout le temps que nous avons cheminé ensemble sur le plan intellectuel, il a été d'un apport considérable dans mon parcours, mais également dans cette quête de la connaissance et surtout relativement à cette thèse qu'il a encadrée. Le professeur Mbaïdjan également, il m'a marché même sur la langue tout à l'heure en faisant un témoignage sur Salif, mais également c'est un professeur et un éminent professeur, mais également surtout, il est surtout remarqué sur le plan scientifique par sa connaissance des archives. C'est vrai que c'est un autre pan du patrimoine, je pense que également c'est important à souligner. On oublie souvent les archives dans la typologie, disons dans la typologie du patrimoine. Je pense que c'est également intéressant et également important de le souligner. Je salue également la présence de nos collègues, des chefs de service du ministère qui sont là pour soutenir Salif dans ce travail, mais également dans ces moments importants de sa vie académique et également professionnelle. Bon, je ne serai pas trop long parce que également, je pense que d'autres collègues vont intervenir tout à l'heure. Moi, je vais porter mon témoignage je vais accentuer mon témoignage sur deux critères, deux repères, je veux dire. C'est l'humain, c'est également un témoignage sur le plan humain, mais également sur le plan professionnel. Sur le plan humain, je ne vais pas trop m'attarder là-dessus parce que, je disais tout à l'heure, le professeur Mbaïdjan m'a marché sur la langue, sauf pour noter que, bon, je suis Sérère, il est Diola. Donc le cousinage à plaisanterie va expliquer tous ces rapports-là. Également, ce cousinage, c'est avec Agen et N'Djaboui. Ça également, c'est à noter. La question des origines, c'est vrai que nous sommes très ancrés, lui et moi, dans nos terroirs respectifs. Je suis de Kissan, dans le Djobas. Lui, il est de Baïla, en Basse-Casamance. Donc, et là, nous avons tout le temps échangé sur le développement culturel de nos terroirs. Il est vrai que nous avons un patrimoine très riche dans nos contrées-là, et Salif également, durant nos discussions, on a cessé de souligner ces aspects-là. Le point, en fait, l'aspect le plus important par rapport à ce témoignage, à mon avis, c'est le parcours professionnel. Le profil de l'auteur, Salif Diédhiou, se compose de diverses expériences académiques et professionnelles. 28 ans d'années d'expérience dans le domaine de la culture, c'est pas donné. Parce que là également, c'est important de souligner cela.
bon, un professionnel aguerri, averti, aguerri de la culture. Salif a fait de l'action culturelle décentralisée, c'est important. Je reviendrai tout à l'heure sur cette action culturelle décentralisée, parce que Salif, effectivement, il a fait Diourbel, il a fait Matam, il a fait Ziguinchor. En tant que directeur de centre culturel, c'est également important à noter par rapport à son parcours. Il a fait plusieurs formations également dans le domaine de l'économie de la culture. Nous en avons besoin, parce que la culture, c'est également l'économie. C'est important. Mais également, il a fait de l'information documentaire, le professeur Mbaye Thiam l'a souligné tout à l'heure. Mais c'est surtout sur le terrain de la recherche que nous avons partagé énormément de choses, surtout dans le domaine, notre domaine de prédilection qui est le patrimoine. Ça, vraiment, nous sommes retrouvés également dans ce domaine-là. Et je crois savoir, Salif, si je ne me trompe pas, c'est en 2006, à Matam, dans le cadre du projet d'inventaire du patrimoine national, un grand projet qui a été mis en place par le gouvernement du Sénégal, qui consistait à faire un repérage de tous les patrimoines au niveau national. Salif, nous l'avons trouvé à Aziz Guissé et moi, nous l'avons trouvé à Matam comme directeur de centre culturel. En fait, c'était nos premiers contacts, bien sûr, parce que là également, je ne le connaissais pas. C'est en 2006 que j'ai pu rencontrer Salif. Et également, nous avons fait ce travail d'inventaire. Et je me rappelle, Salif, nous avons fait le Matam, Sinthiou-Bara, Ogo, Ganguel Soulé, la mosquée les mosquées de cette partie du Sénégal, Kobilo, Sénopalel, le mausolée de Cheikh Abdelkader Khan. Donc, on a fait le tour de ces lieux historiques, de cette historique de Matam avec Salif. Ça également, c'est des moments importants à rappeler. Mais surtout, ce témoignage est surtout lié après, bien sûr, cet épisode de l'inventaire du patrimoine. Un projet intéressant, c'est le programme TPTI que nous avons fait ensemble. Le programme TPTI, c'est en fait un programme européen. TPTI, ça veut technique, patrimoine et territoire de l'industrie. Donc, c'est un cursus de formation intégrateur qui est lié à ce qu'on appelle le programme Erasmus. Bon, je suis de la deuxième promotion. Salif est de la troisième promotion. C'est Paris 1. C'est en fait un programme piloté par les trois, parmi les grandes universités en Europe. C'est Paris 1, Sorbonne, c'est Évora au Portugal, mais également l'université de Padoue. Et c'est par ce programme, bien sûr, que nous avons beaucoup plus échangé, parce que effectivement nous étions tous intéressés dans ce programme par le patrimoine industriel, voilà, qui était à la limite nouveau, ce domaine-là, parce que moi j'ai eu la chance de faire le Sénégal dans le cadre de cet inventaire. Bon, voilà, toutes les missions au niveau national. Et c'est des missions intéressantes parce que également il s'agissait de repérer physiquement ce patrimoine-là. Je pense que j'ai fait tout le Sénégal, j'ai fait toutes les missions. Et là, par rapport à ce patrimoine-là, bon, on s'est rendu compte que c'était pas formalisé sur nos listes de classement. Et également pour ce programme, c'était nouveau. Ça également été intéressé. On se retrouve par rapport à cette problématique du patrimoine industriel. C'était quand même, il était beaucoup plus passionné. Moi, c'est l'intérêt, parce qu'il est vrai que j'avais fait gestion du patrimoine culturel à Senghor. Bon, voilà. Mais ces aspects n'étaient pas abordés. Bon, voilà. Mais je voulais savoir, découvrir un peu comment ce patrimoine est pris en charge en Europe. Salif est passionné, parce qu'également, même le projet scientifique porté sur le patrimoine industriel. Donc, c'est à partir de ce programme-là que nous avons beaucoup échangé sur cette nouvelle discipline qui est le patrimoine industriel. Et ce qui fait également, dans le cadre même de nos projets de mémoire, donc nous sommes retrouvés. Ouais, nous sommes retrouvés. Moi, j'ai fait un projet professionnel sur l'usine des eaux de Mahana, qui a été abandonné à l'époque et continue de l'être d'ailleurs, ce patrimoine-là.
lui, il s'était intéressé au chemin de fer. Vous voyez un peu. Hein? Donc, c'est un parcours, hein, surtout sur le plan, dans ce domaine-là, j'ai dit, nous avons beaucoup cheminé ensemble. Et à la limite, on se retrouve même dans ta thèse, parce que vous développez également des aspects énergétiques. Moi, je travaille sur l'arachide, qui a également cet aspect énergétique, hein, qu'on voit, c'est une plante industrielle également. Donc, ces héritages, on les retrouve aussi bien au niveau des usines, et bon, au niveau du patrimoine ferroviaire, etc. Donc, ça veut dire que sur ce plan, quand même, nous convergeons sur le plan de la recherche, et je pense que ça, c'est un élément important à souligner. Et également, je ne suis pas surpris, Salif, à la Sorbonne, également, il était encadré par des professeurs qui nous ont marqués. Jean-François Bellos, Françoise Garçon, Paul Smith, quand même, ces éminents historiens des techniques. Hein. Là, il y a eu beaucoup de cours sur l'histoire des techniques, ce qui fait qu'également, c'est sur cette base-là que Salif, bien sûr, s'est beaucoup intéressé à ce patrimoine industriel. Et je ne suis pas surpris de voir également que ce travail-là soit l'aboutissement de ce parcours. Je pense que c'était intéressant, Salif, de souligner ces aspects-là. C'était des moments importants, hein, de recherche, également de connaissance de cette discipline-là qui n'est pas ancrée dans les recherches universitaires dans nos pays. Même sur le plan formel, nous constatons également, en ce qui concerne l'Afrique, ce patrimoine-là n'est pas pris en charge. Mais ça se comprend, bien sûr, parce que l'Afrique n'était pas destinée à produire de l'industrie. Donc, nous étions pourvoyeurs de matières premières. En ce qui nous concerne également, nous étions peu industrialisés, mais par rapport à ma problématique, j'ai utilisé une matière première qui est industrielle, qui a servi également à alimenter les industries européennes. Salif également, j'ai dit, il ne cesse de le dire, je pense qu'il faut créer ce réseau-là des historiens des techniques et travailler dans ce sens-là. Je pense également c'est un universitaire également qu'il va falloir peut-être encourager, et je pense bien que c'est quand même innovant ce travail-là concernant ce patrimoine industriel. Je pense que pour le Sénégal, je vais terminer par là, les enjeux sont sur la recherche. Je pense qu'il faut continuer la recherche. Également, sur le plan administratif, il faut qu'on inventorise ce patrimoine-là, hein, et qu'on puisse également ressortir la mémoire industrielle de ce pays-là. Je pense que je vais terminer là et remercier vraiment l'assistance de M. Salif et vraiment prier à ce que, bien sûr, d'autres enjeux, d'autres problématiques soient réglées, mais toujours avec le patrimoine industriel en avant. Merci beaucoup. Secrétaire général du ministère de la Culture et de la Communication, chez le directeur de cabinet, je vous remercie d'avoir bien voulu honorer de votre présence à cette cérémonie. Comme vous l'avez dit, vous êtes venu en tenant compte vraiment des relations professionnelles qu'on a, de l'invitation individuelle, pas de manière officielle, mais c'est vraiment un grand honneur pour moi. Je salue et je suis vraiment heureux de votre présence. Monsieur le directeur général de la Sénélec, mes chers amis professeurs, éminents professeurs de l'université Cheikh Anta Diop, comme je l'ai dit, c'est mes deux piliers. Le professeur Maïtiam, le professeur Ousseinou Faye, qui constitue vraiment la crème de l'université Cheikh Anta Diop. Je suis également très satisfait de votre témoignage et de tout l'encadrement que vous m'avez apporté. Je pense que l'aventure va continuer. Chez le directeur général de la Sénélec, j'ai vraiment insisté à la limite pour que vous soyez présent à cette cérémonie, que vous avez compris les enjeux, puisqu'on parle
de l'histoire de l'électricité. Alors, cette histoire du livre, elle commence où? Ce serait un crime de lèse-majesté si je ne remercie pas la présence de mes parents, de l'association de l'Union pour le développement de Baïla qui sont là, avec le président Yaya Mané. Il y a aussi la présence des collègues du ministère de la Culture qui sont là, de l'amicale des animateurs et conseillers aux affaires culturelles, puisque je suis avant tout un animateur culturel de formation. Ce corps de l'élite culturelle du Sénégal, créé par le président poète Léopold Sédar Senghor, pour asseoir les bases de la nation sénégalaise, ce qui a fait la stabilité de notre pays d'ailleurs. Ailleurs, on se chamaille dans des luttes de pouvoir claniques. Au Sénégal, on ne connaît pas ça parce que les bases sont solides. Donc ce corps des animateurs a joué un rôle important. Il faut vraiment tirer un chapeau à ce corps. Alors donc, l'histoire de cette recherche, elle est partie d'où? C'est à partir des émeutes de l'électricité qui ont connu, que le Sénégal a connu avec la fin de règne du pouvoir du président Abdoulaye Wade, quelqu'un l'a rappelé tout à l'heure, avec tout ce qu'il y a eu comme soubresaut. Parce qu'au départ, moi, j'avais travaillé pour ce qui est de mon mémoire de Master 2 sur la mémoire technique des ouvriers des ateliers des chemins de fer du Dakar-Niger à Thiès. Donc la thèse devait être une continuité de mon mémoire d'études. Mais entre-temps, il y a eu ces événements. Je me suis dit, mais il faut chercher à comprendre l'origine des problèmes de l'électrification du Sénégal. J'ai plongé là-dedans en changeant carrément, sorti du chemin de fer, mais c'est des choses qui vont se recouper plus tard, mais sortir pour aborder le thème de l'électricité. Quand vous lisez bien le document, vous allez voir toute cette trajectoire. D'ailleurs, il y a beaucoup d'images qui l'illustrent dans le document, avec des lanceurs de pierres pour casser les infrastructures de notre ami le DG de la Sénélec. Ce qui a fait que moi-même, quand j'entamais mes recherches, j'avais du mal à accéder aux archives de la Sénélec parce que j'avais pris quelques jours de congé pour venir ici et les agents de sécurité étaient intraitables à l'entrée de la direction générale de la Sénélec parce que ça coïncide avec des périodes chaudes. Heureusement que notre cher ami Fabey, promotionnaire à l'EBAD, était et jusque-là et l'archiviste de la Sénélec qui m'a facilité la tâche en m'envoyant une documentation qui m'a permis de faire le travail. Donc, Fabey, merci beaucoup. Alors moi donc j'ai fait l'histoire des sciences et des techniques. C'est une discipline, une autre frange de l'histoire, mais très jeune, qui a commencé à s'épandre vers les années 80, disons. C'est depuis 1978 qu'on a eu une publication allant dans ce sens, qui parlait de l'histoire des techniques. Et depuis le thème du mémoire jusqu'à la thèse, quand vous regardez, parce que l'histoire de l'électricité aussi a véritablement commencé vers les années 1990-95, qu'il y a eu une association
pour l'histoire de l'électricité en France qui a commencé à explorer ce thème. Et au Sénégal, on n'en est pas encore là. Mais pour dire que c'est très récent par rapport à l'historiographie. Alors donc, et les thèmes qui sont abordés dans cette histoire de l'électricité, c'est les aspects sociaux, économiques de l'électricité. Et moi, comme j'ai la formation d'historien des techniques, j'ai choisi d'aborder l'aspect technique de l'électrification du Sénégal. Quand vous lisez bien, vous verrez que c'est beaucoup plus centré vers ces aspects. Il y a des historiens de l'énergie, de tout genre, parce que pour produire de l'électricité, il faut véritablement exploiter des énergies primaires de base. C'est ce que vous allez voir là-dedans, soit par le pétrole, mais les débuts de l'électrification du Sénégal, c'était avec le charbon de terre, où on a vu que la Première Guerre mondiale avait pratiquement perturbé l'électrification du Sénégal parce qu'il fallait que les bateaux amènent le charbon de l'Europe vers le Sénégal. Et la marine allemande était postée là pour pilonner tous les bateaux qui amenaient de la marchandise vers le Sénégal. Et ça a du coup perturbé. Et du coup, les promoteurs de l'électrification du Sénégal étaient obligés de se tourner vers d'autres sources d'énergie. Et je dois vous dire qu'ils ont été obligés d'utiliser le bois comme source d'énergie pour l'électricité. Et là, nos forêts étaient pratiquement pillées parce que pour produire de l'électricité, il fallait couper énormément de bois pour alimenter les centrales électriques. Ça ne suffisait pas. On a utilisé aussi la coque d'arachide comme source d'énergie également. Ce qui m'a amené à étudier la centrale électrique de la Sonacos Ziguinchor, qui a changé plusieurs fois de nom. Quand j'étudiais cette centrale, la Sonacos s'appelait Sunéor, avant de revenir encore à l'appellation de la Sonacos. C'est pourquoi vous verrez dans le livre cette appellation Sunéor Ziguinchor. Alors donc, c'est aussi pour faire un clin d'œil, comme l'a dit Amadou tout à l'heure, à un patrimoine qui est encore méconnu en Afrique, puisque le patrimoine industriel est tout de suite accolé à la colonisation. On pense que le patrimoine industriel nous rappelle la colonisation, mais non. Il y a un auteur qui disait que pour comprendre une science et plus généralement toute construction intellectuelle, il faut d'abord en connaître l'histoire. Moi, j'ai même discuté avec beaucoup de responsables d'universités et d'écoles supérieures, techniques, pour leur dire que ce que vous étudiez, même ceux qui font l'informatique, mais il faut connaître l'histoire de l'ordinateur. Pour mieux étudier l'ordinateur, il faut connaître son histoire. Toutes ses composantes, ça fait partie donc des questions qui sont explorées par les historiens des techniques. Donc c'est pareil pour l'électricité, il faut connaître son histoire. C'est pourquoi dans ce livre, vous verrez vraiment l'histoire de presque toutes les sources d'énergie. Les énergies fossiles jusqu'aux énergies renouvelables. Parce que ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, le livre l'a retracé, que ce soit l'énergie éolienne, l'énergie solaire, il y a eu des tentatives depuis le temps des colons, l'énergie hydraulique, bon, mais qui n'ont pas abouti. C'est maintenant qu'on est en train de reprendre. Peut-être que pour l'énergie solaire, la technologie n'était pas aussi développée pour nous permettre d'en faire une exploitation industrielle.
Et donc ça a coûté très cher et nos nations ne pouvaient pas se permettre, parce que sinon, si la Sénélec devait s'aventurer dans ce sens, en ce temps-là, elle serait toujours déficitaire puisque la technologie est extrêmement chère. Alors donc c'est tout ça que le travail a fait dans une démarche archéologique, comme ils l'ont souligné tout à l'heure. Mais je profite de la présence de nos autorités pour dire qu'il y a lieu de scruter davantage du côté du patrimoine industriel. Nous avons vu étudier beaucoup de modèles de valorisation de patrimoine industriel. Le modèle français, le modèle espagnol, italien, qui ne sont pas les mêmes. Et si vous voyez l'exemple de cette usine Suneor de Ziguinchor, on part du complexe industriel qui est la centrale, on fait une extension sur le territoire. C'est pourquoi, si vous lisez, ça vous donne l'occasion de connaître toute cette histoire même du port de Ziguinchor et tout ce qui est lié. Donc, ça, c'est un peu le modèle espagnol et à la limite même italien de valorisation de type de patrimoine industriel. Alors, donc, le lecteur qui a fait l'exposition tout à l'heure sur le contenu du livre, il a raison de dire, parce qu'un historien des techniques, c'est quelqu'un qui convoque presque toutes les sciences sociales pour faire son travail. La sociologie, l'anthropologie ou tout ce que vous voulez, il est obligé de convoquer tout ça pour arriver à cerner son travail. Alors je ne vais pas m'étendre là-dessus, puisque nous avons accusé un petit retard dans le démarrage, il faut libérer les gens, mais c'est pour tout simplement renouveler mes remerciements à l'endroit des autorités qui sont là, des parents, de ma famille qui est là, mon épouse, les enfants, de tous les sages du village qui sont là. Le professeur Mbaïkam, voilà presque une copie de ce qui s'est passé à Paris, avec toute la communauté qui s'était mobilisée. Mais voilà, il dit que toute la communauté a passé la nuit à la Sorbonne. Mais c'est vrai qu'ils ont quitté tard, parce que la fête, il a fallu que la sécurité vienne déloger les gens pour dire qu'ici c'est pas un dortoir, pour que les gens sortent, parce que c'était des moments de retrouvailles. Donc, ben voilà. Donc, monsieur le directeur général, on a échangé. Moi, mon espoir, c'est qu'un jour, vous acceptiez de mettre au Sénégal un musée de l'électricité. Parce qu'on a beaucoup de vestiges qui sont là et qui risquent de disparaître. Et ce musée permettra aux étudiants et autres de connaître vraiment l'histoire des machines, des énergies qui concourent à la fabrication de l'électricité, parce que l'électricité, c'est, en dernier ressort, c'est l'énergie finale. Merci beaucoup. Et je vous dis, pour ceux qui n'ont pas encore lu les livres, ceux qui ont les moyens de l'acheter, j'espère que toutes les agences de la Sénélec auront au moins un exemplaire du livre. Les universités également, je fais confiance à nos professeurs pour acquérir ces livres. Voilà, merci beaucoup. On va essayer de passer la parole maintenant au public, au cas où certains auraient des questions à poser au docteur Salif Diédhiou. Je pense qu'on peut se donner un délai de 15 minutes. Voilà. La parole est au public s'il y a des questions.
Oui. Monsieur le directeur général Elhadji Ibrahima Ndao. Honorables invités, je suis plus que satisfait parce que je viens de découvrir ce qui est l'entrée en matière de mon livre qui sort le mois prochain. La troisième période, et qui part donc de l'histoire de l'énergie électrique. Et moi, je l'enclenche sur ce qu'on appelle l'électrification du Sénégal des origines à nos jours. Donc je dépasse 1985 et j'arrive vers le digne héritier de toute cette histoire industrielle qui est le directeur général de la Sénélec, Pape Matemba Bitèye. En présence des patrimoines, les gens quand ils disent patrimoine, ils pensent simplement matériel, immatériel. Les deux professeurs que vous avez là, ce sont des patrimoines de ce pays. Donc, je pense que je suis doublement satisfait. Je suis satisfait aussi de la participation de Fabey, parce que personne ne peut écrire sur l'histoire de l'électricité au Sénégal sans passer par les archives de Sénélec, dont Fabey est la défense. Je n'ai pas encore lu le livre. Je voudrais juste rassurer nos parents de Casamance, parce qu'il s'est arrêté en 85. Il y a une raison. Ziguinchor. Monsieur le secrétaire général, le directeur général de la Sénélec, je voudrais exprimer mes salutations au nom de tout le village de Baïla, ici représenté par hommes et femmes notables, jeunes étudiants, pour tout simplement venir rendre un vibrant hommage au docteur Salif Diédhiou, qui fait une fierté de son village, de son terroir. On prendrait des jours, voire des semaines, pour décrire cette personnalité. Mais nous allons faire l'économie en rappelant son parcours culturel. Il a si bien dit que la culture n'est pas à négliger parce que c'est un fondement qui bâtit la stabilité d'une nation. Dr Salif a été animateur culturel. Il a fait Ziguinchor, certains l'ont rappelé, Matam. Mais il est également amoureux de sa culture. Pour preuve, il a animé des émissions à la chaîne 4 de Ziguinchor, RTS 4, qu'on l'appelle maintenant. Et l'émission s'appelait Kelomak. C'est bien ça? La Voix des Arts. La Voix des Arts, oui. Kelomak avec notre prédécesseur Bradjedjou. C'est pas fortuit. C'est parce qu'il aime sa culture et il veut la valoriser, revaloriser pour des générations futures. Mais Salif a une dimension disons une personnalité multidimensionnelle, je voudrais dire. C'est un homme social, mais sociable. Excusez-moi, je ne suis pas en train de faire de l'éloge comme le ferait un griot à un roi. Mais je dis la vérité de cette personne éminente. Il a eu un engagement très tôt. Et quelqu'un l'a dit, je ne sais pas. Et je crois bien qu'il se glorifie, ce surnom, nous l'appelons Djimouna. Dans le vocable Djola, ça veut dire le taureau, mais le petit taureau. Il est actuellement Foumouna, qui signifie le grand taureau en Djola.
Et c'est un nom que son papa, son défunt père, lui a donné tout le bas âge. Il savait qui il serait aujourd'hui. Il ne recule jamais, il s'engage et il fait. C'est un homme d'action, un homme culturel. Et c'est pourquoi, à un certain moment, il a osé laisser sa famille derrière lui pour aller à l'aventure, mais pas l'aventure économique, l'aventure savante, le savoir. Il a fait des années en Europe pour éclairer la population sénégalaise, la population africaine, mais du monde entier. Parce que c'est un ouvrage d'une valeur richissime qu'il faut véritablement exploiter afin de s'en servir pour des générations et des générations. Ce voyage-là n'est pas fortuit. Parce qu'il savait où creuser. Il a creusé, il a trouvé, il n'a pas fini d'exploiter et d'explorer. Parce que le chemin se poursuit. Dans le domaine de l'écriture, je voudrais tout simplement dire à Dr Diédhiou qu'il doit donner le flambeau, pas céder, je ne dirais pas transmettre non plus, vous gardez une partie, mais vous transmettrez à cette jeunesse qui doit continuer et doit écrire également sur d'autres champs, d'autres domaines, d'autres thématiques. Nous avons des représentants du livre et de la lecture, de la direction du livre et de la lecture. Hélas, hélas. Pourquoi dit-on que les gens ne lisent plus? Alors que toute la connaissance est cachée dans le livre. Iqra nous rappelle. Pour finir, après son retour, Dr Salif Diédhiou n'a pas oublié sa communauté qui a toujours accompagné ses pas, parce qu'il est un militant engagé dans la vie associative. Il a parlé de l'Union pour le développement de Bayla, dans tous ses aspects. Il n'est pas en reste, malgré son calendrier aussi chargé. Mais il est là quand le village a besoin de lui, parce qu'il sait d'où il vient. Au nom de tout le village, au nom du président de l'Union pour le développement de Bayla, ici présent, M. Yaya Mané, au nom de tous les autres notables du village qui n'ont pas pu faire le déplacement, nous disons merci beaucoup à Salif, mais merci beaucoup à ses encadreurs, ces éminents professeurs qui font également la fierté de l'Afrique, mais de tout le monde entier, parce que vous n'avez aucune raison de vous considérer petit, excusez-moi du terme, mais vous êtes parmi les grands du monde. Merci, professeur. Bonjour à tout le monde. Je n'aurais pas dû prendre la parole puisque je n'étais pas du tout programmé. Mais comme on a cité à plusieurs reprises mon modeste nom et prénom, je suis obligé de prendre la parole pour que les gens au moins du village de Bayla puissent me reconnaître un jour dans la rue, dans les rues de Bayla, bien électrifiées. D'autant plus que je suis très heureux lorsque Mamadou Yero Baldé, docteur Mamadou Yero Baldé, qui est mon collègue aujourd'hui, m'a appelé pour me dire que le professeur Ousseynou Faye l'a chargé de présenter ce livre sur l'électricité. Il sait de quoi nous avons parlé. Et je suis fier puisque je l'ai toujours répété, et je le lui répète, et je le répète à ceux qui m'écoutent et qui m'entendent, que le professeur Ousseynou Faye est un exemple, puisqu'il suit l'ensemble de ses anciens étudiants jusqu'au poste. Je regrette une seule chose, il n'a pas été mon maître. Et c'est ça que je regrette.
Sinon, certainement, je serai encore toujours son petit esclave. Mais attention, tout à l'heure, les Diola et les Sérères ont parlé comme s'ils étaient les maîtres du monde. Au point que le professeur Ousseynou Faye a dit « Je parle aux Diola qui sont là », oubliant qu'il a exercé sur le Fulanding, comme on dit en manding, son rôle d'esclave en lui donnant le travail le plus difficile. Et je crois que deux idées principales en tant que chercheur et observateur de cette société, prétentieusement, je crois que deux idées ont été agitées, c'est-à-dire que la quête d'énergie et l'archéologie de l'industrialisation. Ça, c'est très important, d'autant plus que nous sommes dans une phase importante dans le monde. Nous sommes dans des transitions énergétiques et qui demandent justement de nouveaux rapports avec l'énergie utilisée pour produire de l'électricité. Je m'excuse de faire fausse note, monsieur le directeur. Si je suis habillé comme ça aujourd'hui, c'est que c'est lié à un manque d'électricité. En sortant de chez moi aujourd'hui à 9 h, il y avait une coupure d'électricité. J'arrive au casino, il y avait une coupure d'électricité. Je n'étais pas scandalisé par la coupure de la Sénélec, mais j'étais scandalisé par le fait que Casino n'ait pas une machine pour relever, puisqu'on connaît la chaîne de froid. L'électricité est nécessaire pour que nous ne soyons pas victimes des maladies qui se trouvent dans les boîtes que nous mangeons aujourd'hui, puisque notre manger a changé. Donc nous devons surveiller la chaîne. Et je suis venu aussi, l'électricité, je lui en ai parlé hier, quand on a parlé plus tôt, je lui ai dit que je travaillais sur les couleurs et j'aimerais bien assister, puisque la lumière, cette lumière que nous cherchons, c'est elle qui va nous permettre de poindre vers l'horizon et de savoir là où nous allons, ou là où nous devons revenir, comme dirait le professeur Souleymane Bachir Diagne. Revenons de là où on vient, de là où on va. Revenons là où on va. Puisque si vous voyez très bien l'historique de cette électricité, souvent, quand les historiens parlent, ils oublient une phase extrêmement importante, imbriquée dans l'histoire du Sénégal. Entre 1887 et 1960, c'est l'Afrique de l'Ouest, c'est l'électricité ouest-africaine. Il faut que les historiens aient le courage maintenant de parler du Sénégal au moment de sa construction, pour qu'il puisse dépasser les avatars liés à l'imposition coloniale. Tout à l'heure, le directeur, je tire le chapeau, il a dit des choses extrêmement importantes. Et nous avons besoin de se capitaliser de ces choses pour qu'on puisse justement, au département d'histoire, j'en discute régulièrement, qu'on revienne à l'histoire des sciences, pour que nos enfants puissent comprendre mieux que la science, ce n'est pas seulement aller apprendre la technologie, mais c'est aussi apprendre l'évolution philosophique et la philosophie qui est tout autour. Sinon, on ne peut pas maîtriser l'électricité. Nous connaissons l'énergie, nous connaissons la lumière, mais il faut que nous allons vers la maîtrise réelle de ce que c'est l'énergie au cœur de ce monde du XXIe siècle. Les transitions énergétiques, je parle, je vais me taire, puisque j'ai vu ici M. Fall, qui connaît mieux que moi. Merci de ta présence. Si le docteur a quelque chose à ajouter par rapport aux différentes interpellations. Voilà. Alors, comme c'est la dernière parole que je prends en introduction, comme ça, ce que je vais dire, ça va rester. C'est que le ministre de la Culture n'est pas là pour recevoir mes vifs remerciements
puisque c'est lui quand même qui a subventionné la publication à travers la direction du livre et de la lecture. Harmattan, c'est vrai que le projet est là depuis quelque temps et Harmattan s'est beaucoup battu pour le faire sortir finalement en 2021. Merci, monsieur le directeur Diallo, avec qui on a beaucoup échangé également, qui est très flexible et c'est le bon manager, très bien. Alors donc, les autres, ils le savent, mes deux piliers, ils le savent, je n'ai pas besoin de revenir là-dessus. Je vais seulement vous donner quelques citations d'auteurs d'eux pour montrer l'importance de l'électricité. Alain Beltran, qui est un historien éminent en France, qui faisait partie du jury, qui était présidé par le professeur Baïka, disait dans sa thèse qu'il a soutenue en 1995 que le XXe siècle fut bien celui de l'électricité et celui qui s'annonce, c'est-à-dire le XXIe siècle, il a dit en 1995, le sera également non par les quantités consommées, quoique 2 milliards d'hommes ne connaissent pas encore les bienfaits du kilowattheure, mais par son mariage avec l'électronique. Contrairement au charbon, au pétrole et à toute autre énergie fossile, l'énergie électrique est d'usage facile et adapté aux différentes utilisations et aux besoins de l'homme, lui permettant de repousser de plus en plus vite et plus loin les frontières du quotidien. C'est significatif. Christine Blondet disait que pour un homme ou une femme du XXe siècle, l'électricité, c'est ce qu'on obtient quotidiennement en branchant une prise ou en appuyant sur un bouton. C'est ce qui circule dans les fils électriques. On ne le voit plus, on ne la voit plus, on ne la touche plus, elle n'a plus d'odeur, elle est domestiquée. Alors, mais tous les bruits que vous entendez, vous voyez à la télé, des gens qui réclament l'électrification de leur village au point de mettre sur la tête une lampe à pétrole pour dire que chez nous il n'y a pas d'électricité. Mais c'est parce que l'électricité est entrée dans notre civilisation. Non, ils sont habitués à la lampe, tempête, il n'y a pas de problème. Mais le phénomène nouveau qui est venu, c'est quoi? C'est ça. Et ça ne peut pas marcher sans électricité. Ils sont connectés comme vous, les citadins, ils suivent l'actualité comme vous, mais s'ils n'ont pas d'électricité chez eux, ceux qui ont fait les villages, vous voyez les gens d'un village qui n'a pas d'électricité rassembler leurs portables, remettre ça à une personne qui va dans un autre village qui a de l'électricité pour charger les portables. Ils n'ont pas demandé de l'électricité pour leur maison, mais il faut que leur portable ait de l'électricité pour être connecté au monde. Voilà la civilisation actuelle qui ne peut pas se séparer de l'électricité. Je vous remercie. Ouais, merci beaucoup. Je pense que, docteur, nous arrivons au terme de notre cérémonie. Je voudrais personnellement en profiter pour remercier tout le monde, monsieur le professeur. D'abord, ça a été une occasion pour moi. Voilà, vous m'avez ramené à l'université il y a quelques années parce que j'ai fait Cheikh Anta Diop de 89 à 92. Donc quand je vois tout ce qui se dit, je me sens honoré de présider aujourd'hui cette cérémonie. Il y a eu quelques interpellations, je pense que le professeur Gaïdé est encore là. Si vous aviez quitté la maison avant 8h54, vous auriez eu l'électricité. Si vous y étiez encore resté jusqu'à 11h32, vous auriez eu l'électricité.
pour dire qu'on n'avait pas besoin, on a dépassé, et c'est l'occasion pour moi de répondre au docteur, c'est ça, le docteur Mamadou Yero Baldé, comme nous l'a rappelé Imam Sarr. Imam Sarr nous disait récemment que c'est grâce à ce relais que les imams de Guédiawaye sont maintenant en chômage technique. Parce qu'évidemment, ils n'ont plus de... Et c'est l'occasion également pour moi de saluer. Je ne manquerai pas de dire la vision d'un homme, parce que si on est arrivé par là, beaucoup l'ont rappelé, les émeutes de l'électricité de 2011. Maintenant, aujourd'hui, les coupures dont on nous parle, c'est 10, 20, 30 minutes. Pas plus tard qu'avant-hier, ma nièce, Koumba Sey, se plaignait auprès de sa mère parce que, rassurez-vous, elle a eu à dénombrer 20 minutes de coupure dans la journée de dimanche. Je le dis parce qu'elle est née avant, n'était pas née en 2011. Donc quand on connaissait cette période-là. Donc tout ça pour dire que, M. Ndaw l'a rappelé, nous n'avons pas aujourd'hui de complexe pour dire ce que nous avons fait. Et il l'a si bien rappelé aujourd'hui, ce que nous avons réussi aujourd'hui, nous l'avons réussi qu'avec des Sénégalais. Ce sont des Sénégalais aujourd'hui qui ont réalisé tout ce que nous avons fait grâce à la vision d'un homme, son Excellence Monsieur le Président de la République, et des ingénieurs compétents. Et on dit, nous savons là où ce que nous voulons faire, nous savons comment faire pour s'en sortir. La vision a été tracée et les hommes et les femmes se sont mis là-dedans. Et on est sorti de cette situation. Et aujourd'hui, je pense que Senelec sert de référence. C'est pourquoi, docteur, cette troisième période ne peut pas ne pas être racontée. Cette troisième période ne peut pas ne pas être racontée. Et c'est pour moi également de manifester, comme je l'ai dit tout à l'heure, professeur, toute la disponibilité de Senelec, parce que quand j'ai regardé l'ouvrage, je ne l'ai pas encore lu, j'avoue, mais ma première réaction a été la vôtre. J'ai dit, il est temps, professeur, que vous nous aidez. Nous devons mettre en place un musée. Ça, je suis parfaitement d'accord. Et si vous voulez même, je peux tout de suite nommer le directeur du projet qui peut être Fabé. Voilà, donc le comité scientifique est constitué Fabé parce que je trouve quand même que cette histoire, ou bien même je dirais pas histoire, mais cette réussite mérite d'être racontée. Parce qu'il y a eu des hommes et des femmes qui se sont sacrifiés. Et je le rappelle souvent à mes collègues, je leur dis, nous n'avons pas de mérite. Si nous sommes arrivés jusque-là, c'est parce qu'il y a eu des hommes et des femmes qui ont utilisé leur tête, leur ménage pour nous permettre de mettre la cerise sur le gâteau. Ces hommes et ces femmes, ce sont les M. Ndaw, il l'a rappelé tout à l'heure. À un moment donné, il fallait privatiser la Senelec. Ils ont sorti des solutions, ils ont mis sur la table des propositions qui ont empêché. Et quand la privatisation également a échoué, ils ont montré que c'était possible de redresser cette maison. Et c'est nous, sur cette base-là, étant jeunes ingénieurs, qu'on est venus à côté d'apprendre, mais surtout avoir le sens, le patriotisme d'entreprise, comme on le disait, pour pouvoir aujourd'hui mettre en place. C'est pourquoi, chaque fois que je suis devant eux, je me sens fier et je leur explique toute la gratitude de Senelec. Ils n'ont pas connu ce qu'on a, mais c'est eux qui ont bâti Senelec. Parce que souvent, je le dis, quand vous faites une maison, vous mettez beaucoup d'argent dans la fondation, mais vous n'avez pas de chambre. Mais sans une bonne fondation, vous ne pouvez pas avoir des chambres qui tiennent aux aléas. Et la fondation, ce sont ces messieurs-là. Et c'est pour dire encore une fois, docteur, nous devons avoir cette troisième période. Elle viendra. Et donc, c'est l'occasion pour moi véritablement de dire que les professeurs, les enseignants, les chercheurs, voilà un ouvrage que tout le monde devrait avoir pour comprendre l'histoire de Senelec qui sera complétée, de l'électricité plutôt, parce que ça va plus que Senelec, pour compléter l'histoire électrique du Sénégal. Et je pense que si on ajoute l'ouvrage du DG El Hadji Ibrahima Ndaw, le musée, on pourra avoir un truc complet qui permet surtout aux générations futures de comprendre comment ce pays si petit
a su relever ce défi important, parce qu'il n'y en a pas beaucoup en Afrique, ou bien en Afrique de l'Ouest, qui ont su réussir ça. C'est pourquoi il me reste plus qu'à formuler des prières pour vous, docteur, pour vous souhaiter une longue santé à votre famille, pour continuer cette œuvre et tout ce que vous faites pour Bayla. Je pense que Bayla est bien électrifié, bien parce que dans le cadre de l'accès universel à l'électricité, rassurez-vous, toutes les localités seront électrifiées d'ici 2025, ce qui constitue cette vision exceptionnelle de son Excellence Monsieur le Président de la République. En tout cas, docteur, véritablement, tous nos prières et nos vœux vous accompagnent. Docteur Fomouna, c'est ça qu'on dit, hein? C'est Fomouna. Fomouna. Voilà, Fomouna, plein succès dans les nouvelles fonctions.